et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous faisons un saut au-delà de l'océan et nous retrouvons Isabelle Désy. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie, c'est vraiment Bonjour. un grand plaisir de participer à une entrevue comme ça, outre-mer. Donc, Eh bien oui, je voilà. te remercie beaucoup. J'avais déjà eu de Outre-mer, mais ça faisait un petit moment, donc je suis contente que tu sois venue vers moi par une relation commune finalement, donc c'est chouette. Et voilà, tout le plaisir est pour moi, effectivement. Merci beaucoup. Pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est deux publics. Le public des femmes et hommes qui sont en train de réfléchir à quitter le salariat et qui savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, comme on dit en France. Je ne sais pas si cette expression existe aussi. Ok. Oui, tout à fait. Si. Ok. Et ces personnes-là, elles sont dans le doute, dans le besoin d'inspiration, le besoin de réponse. Alors, aucune interview ne répond à tout en totalité et c'est normal. Par contre, ça donne des billes, des clés, peut-être des stratégies ou des trucs et astuces pour comprendre qu'on vit à peu près tous la même chose, mais qu'il y a des moyens d'y passer différents. Donc, Isabelle, toi, ça m'a beaucoup plu par rapport à la loyauté familiale. Comme je te disais, je ne l'ai pas vu dans d'autres interviews, en tout cas pas de mémoire. Et je trouve que la manière dont tu m'as expliqué les choses entre le salariat, ta première entreprise, là peut-être un nouveau projet, peut être très apprenant pour dire que c'est pas linéaire le salariat, c'est pas linéaire l'entrepreneuriat et que du coup on peut faire avec. Donc, est-ce que toi déjà tu peux nous dire actuellement ce que tu fais et ce que tu as fait avant et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Oui, ben, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique qui n'est pas du tout conventionnel. Et en fait, ben, en ce moment, je suis notaire, donc et c'est quelque chose qui est venu un peu sur le tard. Donc, euh, comme je t'expliquais, avant je suis notaire depuis, ça va faire 8 ans cette année, mais avant ça, j'étais technicienne juridique. Donc, je crois qu'en France, c'est des parajuristes ou des adjoints juridiques, je Mm, ne sais pas, en fait. mm. Donc, on fait de la recherche, on fait beaucoup de rédaction et tout ça. Donc, c'est vraiment l'entrepreneuriat est venu effectivement, comme tu disais, en deux étapes, parce qu'à un moment donné, euh, moi, l'entrepreneuriat, et c'est drôle parce que j'ai encore beaucoup de difficultés à dire que je suis une entrepreneur, hein. C'est vraiment, moi, c'est venu répondre à des besoins. Donc, quand j'étais technicienne juridique, quand j'ai eu mes enfants assez jeunes, donc j'étais début vingtaine, en fait, ouais, ma deuxième fille, je l'ai eue à l'âge de 25 ans. Donc, et là, pour moi, le besoin, c'était d'être à la maison le plus possible et de travailler, d'essayer de concilier ça. Et je me suis vraiment spontanément lancée à mon compte et en travaillant à distance avec des notaires. Donc, en faisant de la rédaction, en montant des dossiers pour eux. Et c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment. En fait, je connaissais personne qui le faisait, mais j'ai créé ça sur mesure pour me permettre d'être à la maison et de m'occuper de mes filles. Et j'ai pas moins travaillé. En fait, je travaillais probablement plus, mais j'avais la latitude d'être présente, d'être prête s'il arrivait quelque chose près de l'école et tout ça. Et souvent, je travaillais quand les enfants étaient couchés. Il y a eu des périodes assez difficiles, mais c'est vraiment avec le recul, en parlant maintenant, que je réalise que j'étais une entrepreneur. Parce que moi, ça répondait seulement à un besoin d'être là. Et par la suite, bon, il y a eu une séparation du papa des enfants et finalement, je suis retournée à l'école parce que j'avais un besoin d'accomplissement très, très fort. Oui, parce que Et tu me je me disais que suis lancée. tu avais arrêté l'école assez tôt. C'est ça que tu me disais Oui, aussi. effectivement, oui, parce que dans mon planning de vie, je voulais être avocate. Et finalement, la vie a fait en sorte que j'ai eu mes filles assez jeunes. Je me suis mariée très jeune aussi. Donc, j'ai adapté ma vie, c'est correct, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'avec la séparation, ce besoin-là d'accomplissement est revenu très, très fort chez moi. Et
besoin c'était vraiment par rapport à moi-même, me prouver que j'étais capable. Et je me suis lancée, mais vraiment sans réfléchir, en me disant, bon, commencer par un cours, deux cours. Et finalement, j'ai fait le diplôme universitaire au complet relativement rapidement, mais c'est sûr qu'avec le recul, tu sais, j'avais un emploi parce qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai fini par accepter, retourner dans le salariat aussi. Euh, Là, et, c'était et, d'un et point de vue financier que tu avais accepté de retourner dans le salariat? ouais, un peu, effectivement. Je gardais quand même certains clients, donc j'ai jamais eu vraiment juste un chapeau. J'ai toujours aimé avoir. Fait qu'il y avait une petite portion entrepreneur qui restait, le plaisir, et une portion salariat qui m'a aidé aussi, parce que j'avais beaucoup de flexibilité de la part de mes employeurs. Donc, je pouvais travailler les soirs, les week-ends, tant que le travail était fait. Donc, moi, ça m'a convenu le temps, les 4 ans où j'étais à l'université. Et, c'est ça, tout en travaillant, en élevant les enfants, j'ai réussi à le faire parce que j'avais un objectif qui était très clair dans ma tête et qui me nourrissait. Donc, c'était vraiment ce besoin-là d'accomplissement et voilà, je l'ai fait. Et puis, de fil en aiguille, ben, l'entrepreneur est revenu un peu plus tard, là. Donc, j'ai continué le salariat quand même un petit moment. Mais voilà, donc, c'est Que- différentes phases dans ma vie. quel a été le déclic la première fois pour quitter le salariat? La première fois, c'était justement un manque de temps et beaucoup de culpabilité de ne pas être assez présente pour mes filles. Donc, ça a été vraiment pour adapter ce besoin-là. Donc, et c'est vraiment venu de soi. On dirait que la solution, c'est comme imposée à moi. J'ai pas cherché à devenir entrepreneur, j'ai cherché à trouver une solution à mes besoins qui était d'être près de mes filles et d'avoir une liberté. Une liberté qui a un prix, hein, parce que, comme je disais, je travaillais énormément. Il y avait certaines périodes de pointe là, en notariat, tu sais, au niveau de l'immobilier, par exemple, où des fois, je faisais des nuits blanches. Là. J'avais installé un matelas à côté de mon bureau au sous-sol et je voulais que mes filles soient le moins possible impactées par ça. Mais donc, j'ai couché mes filles le soir et je retournais travailler. Je faisais des petites siestes sur le matelas. Donc, malgré ça, pour moi, ça m'a amené une liberté d'entrepreneuriat. Même si c'était physiquement pas facile, mais je préférais cette liberté-là au fait d'être contrainte à un emploi de 9 à 5 et de ne pas être capable d'être présente à 100%. Donc, si c'était à refaire, j'adapterais peut-être différemment, je ne sais pas, mais bref, ça m'a permis d'évoluer aussi de Mais toute façon. c'est très important, ça je pense que c'est peut-être plus féminin que masculin, que les femmes fassent la Oui, voie de l'entrepreneuriat par rapport à leurs besoins à elles, et notamment le besoin d'un enfant, de deux enfants, enfin des choses très maternelles finalement, qui nous dirigent et qui nous dit, ben non, à cette époque-là, à ce jour-là, dans ma ville, là, pour l'instant, il n'y a pas d'emploi qui me propose cette liberté, donc ou c'est entrepreneur, ou c'est pas cette liberté, c'est ça? exactement. Puis c'est vrai que comme femme, on se met une pression incroyable parce que il y a, et je travaillais de la maison, donc il y a la pression de dire, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu dans, dans le confinement avec le télétravail, à se dire, ben, je suis à la maison, donc il n'y a pas de raison que je fasse pas un peu de lessive, que je fasse la vaisselle. Et donc, on en fait encore plus, Oui. tout le temps plus. Et je pense que et c'est pas la faute de personne. Là. Je culpabilise personne. C'est moi qui prenais ça parce que j'étais à la maison, donc je faisais plus de tâches. Et c'est ça, c'était pas l'idéal, mais bon, c'est Ouais. notre parcours.
Est-ce que tu peux expliquer, moi j'ai l'histoire, mais j'aimerais que tu en parles de cette histoire de loyauté familiale. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi finalement un métier que maintenant tu sais qu'il n'était pas vraiment choisi par toi? Euh, Comme je disais, depuis toute petite, je voulais être avocate. En fait, c'est que mon papa était policier. Et, je me souviens, il m'avait amené avec lui à la cour à un moment donné, au palais de justice. Et j'avais vu les avocats avec leur grande toge. Et là, j'avais dit spontanément, ah, ben, je vais être avocate un jour. Et j'avais vu l'étincelle dans les yeux de mon papa. Et honnêtement, je me suis jamais posé de questions. Après, parce que pour moi, j'allais chercher ma fierté dans les yeux de mon père. Donc, pour moi, ça a été le droit rapidement. Je me suis pas vraiment posé de questions. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, je suis allée dans cette voie-là. Et je sais que quand j'ai pris la décision de ne pas continuer mes études pour être avocate, d'avoir mes enfants jeunes et d'arrêter, je pense qu'il y a eu de la déception, de la tristesse, tu sais, chez Mm. mon père, pas parce qu'il savait que j'avais le potentiel. Et je me souviens quand je me suis séparée et j'ai repris la décision la décision de reprendre mes études et de continuer vers cette voie-là. Et là, j'ai revu cette La petite fierté. étincelle-là dans les yeux de mon père, c'est ça exactement. Et là, je me suis dit, OK, c'est ça ma voix. Même si au fond de moi, le droit, c'est pas quelque chose qui me nourrissait tant que ça, mais c'est tout ce que je connaissais parce que je travaillais là-dedans. Et tu sais, de fil en aiguille, ben, on le fait, on le Ouais. fait. Et, c'est vrai que c'est avec les années, avec la première dépression qui est arrivée suite au décès de mon père aussi, euh, où là, j'ai vraiment tout remis en question. Et j'ai vraiment réalisé que le droit, c'était pas quelque chose qui me nourrissait tant que ça comme humain. Euh, Ça mais veut à un dire que moment tu t'étais donné, pas posé ces questions avant le décès de ton papa. En fait, tu as suivi, enfin, l'étincelle dans les yeux de ton papa suffisait à nourrir ton besoin et t'a empêché finalement de te demander à toi, est-ce que moi je veux vraiment ouais, ça? effectivement, Ok. effectivement. Et il y a plein de choses que je comprends maintenant avec le recul. Un de mes traits de personnalité, c'est que je suis trop agréable. Je pense qu'on en avait parlé, là, Oui, je suis une formation l'agréabilité. Guillaume Duluth. Oui, c'est ça. Puis dans les traits de personnalité, le Big Five, j'ai réalisé que je score comme 95 sur 100. Donc pour moi, le bonheur des autres passe avant le mien. Hmm. Moi, toute ma vie, j'ai voulu faire plaisir aux autres. Et c'était correct. Ça a été ça toute ma vie. C'est ma nature. Tu sais, à un moment donné, genre, on ne peut pas se dénaturer. Mais quand on prend conscience et tu te dis, oh wow, OK, mais qu'est-ce que j'aime? Et quand tu n'as pas les réponses, en fait, je savais pas. Et pour moi, je ne me suis pas posé de questions. Ça rendait mon père fier de moi et c'était correct. Hmm. J'étais bonne. Je suis encore bonne, mais je veux dire, mais la question est, est-ce que ça me fait vibrer? Hmm. Mm. Ouais, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut aussi devenir entrepreneur pour remplir ses besoins, comme tu dis, de liberté par rapport à tes filles, Mhm. pour toi, Ouais, mais ne pas être entrepreneur d'une activité qui nous fait vibrer. Et ça peut, exact. ouais, et ça peut quand même marcher. Donc, qu'est-ce qui fait que ça marche d'après toi, alors que justement, ça ne te fait pas plus vibrer que ça? C'est que tu es plus discipliné que la moyenne, sans qu'on compare, mais que- quels sont les ingrédients, puisque c'est pas l'activité elle-même qui te porte. Mais en fait, je dirais que je suis moins disciplinée que la moyenne. D'accord. Étonnamment, je suis quelqu'un qui n'est pas, au niveau de la conscienciosité, je suis pas quelqu'un qui est très ordonné, très, effectivement, discipliné, tout ça. Et, et je suis dans un milieu où je dois l'être plus qu'effectivement que les autres. Donc, c'est contre nature. Oui. Et c'est souffrant. Et ça l'explique pourquoi à un moment donné, il y a eu des burn-out et à un moment donné,
je n'ai jamais pris le temps de m'écouter. Je n'ai jamais pris le temps Je le prends maintenant à 45 ans, ce temps-là. Mm. De, 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 de- et, et, c'est- et de le comprendre, ça explique tellement de choses. Ça explique. Quand tu vas contre ta nature, quand tu te respectes pas. Moi, j'ai appris que j'avais un rythme lent. J'ai appris ça, ça fait à peine 2 ans dans une autre formation que j'ai suivie avec des concerts. Et, et ça a été une prise de conscience incroyable parce que toute ma vie, je suis allée à l'encontre de mon rythme. Mhm. Et à un moment donné, mon corps en pouvait plus. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens font des burn-out, les gens ils sont vraiment à bout et ils sont parce que je pense qu'on ne prend pas ce temps-là de se connaître, de connaître son rythme et tout ça. On est contre nature. Donc, C'était ta première mais démarche de développement personnel il y a 2 ans, là où tu as découvert que tu avais un rythme lent? non, j'ai commencé quand j'ai fait ma première dépression il y a 10 ans. D'accord. Euh, Comme je disais, moi, mon père est décédé 1 an avant que je termine mon diplôme universitaire. Et ça a été une année extrêmement difficile parce que là, j'étais dans la fin de mes études et là, je prenais les bouchées doubles. Et là, il y avait à gérer la succession, ma maman qui se retrouvait toute seule. Donc, il y a eu plein de choses et j'ai vraiment surfé un peu sur la vague. Et quand j'ai fini par obtenir mon diplôme universitaire, et j'ai vraiment, et au travail, à un moment donné, c'est quelqu'un à mon travail qui m'a dit, Isabelle, tu vas pas bien, D'accord. va-t'en, va voir un médecin. Puis j'étais comme, non, 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 je suis juste fatiguée, je suis fatiguée. Tu sais, parce qu'on veut être des superwomen, on veut être partout, on veut Ouais. être la meilleure maman, la meilleure employée, la meilleure, tu sais, partout, partout, tout le temps. Et maintenant, on a l'impression qu'on est fatigué. Mais, mais heureusement qu'il y a des gens qui voient des choses que nous, on ne voit pas. Et Mm. cette personne-là m'a dit, Isabelle, tu ne vas pas bien. Tu sais, puis je me souviens, j'allais pleurer dans les toilettes. Faire des tâches, ça me prenait 2, 3 fois plus de temps. Je lisais des trucs, puis il fallait que je les relise encore et encore parce que mon cerveau était vraiment plus là. Et c'est à partir du moment où mon médecin m'a arrêté et, il y avait un petit sourire en coin, je m'en souviens encore parce que ça faisait plusieurs fois qu'il me disait, Isabelle, tu brûles la chandelle par les deux bouts. J'étais, non, 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 ça va, je suis capable. Et, et il m'a regardé puis il m'a dit, bah, oui, tu vis une dépression. Puis là, c'était comme, non, 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 je suis pas déprimée, je suis fatiguée. Oui. Oui. Et là, il m'a expliqué comme un enfant, oui, mais c'est ça une dépression. Mais c'est dur parce qu'il y a l'ego, hein, Mm. il y a l'orgueil. Il se fait, non, 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 moi, je suis Mm. forte. Ouais. Oui, ce syndrome de Et Wonder ça, Woman, syndrome de la bonne élève. exactement. Ouais. Ouais. Et là, j'ai commencé tranquillement le développement personnel à lire. J'ai commencé à lire des livres là-dessus, tranquillement, mais c'était encore un espèce de milieu un peu. Moi, je voyais ça un peu ésotérique, là. Mm. Et avec les années, oui, je me suis intéressée à ça, mais depuis 2 ans, là, je suis vraiment là-dedans, à payer pour des formations, à payer pour du coaching parce que là, je veux aller plus loin. Et là, je me rends compte que ça a un impact sur ma vie et que ça m'aide à comprendre tout ce qui m'est arrivé. Donc, Est-ce que c'est une manière d'éviter le burn-out et du coup d'aller vers plus quelque chose qui te convient à toi? Parce que là, tu as encore notaire, mais tu as un projet professionnel qui est plus un projet ouais, qui semble te faire vibrer, si tu veux en parler. C'est ça qui t'a ouais. donné la visibilité? Ben, en fait, ouais, c'est un projet qui est un projet de cœur, mais le développement personnel m'a aussi appris à comprendre un peu c'était quoi ma mission de vie. Et moi, le Why Café, je pense qu'on en avait parlé, ça a été, je pense, le déclic, le Mm. livre qui est venu me faire réaliser que moi, inconsciemment, toute ma vie, j'ai voulu aider les autres. Et je me suis toujours oubliée. Et mon why, mon pourquoi à moi, c'est ça. C'est d'être là pour les autres. Mais tu peux pas être là pour les autres quand tu te connais pas toi-même, quand tu n'es pas solide.
sais, on vient toujours avec l'analogie un peu cliché dans l'avion. Il faut-tu mettre ton masque avant de le mettre aux autres? Et c'est hyper cliché, mais c'est ça. Mm. C'est basic, mais c'est vraiment ça. Et moi, le développement personnel, ça m'a appris ça. Donc, il fallait oui, je vais être là pour les autres, mais avant tout, je dois l'être pour moi et je dois comprendre comment je fonctionne parce que je ne le comprenais pas. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que j'aimais. Et c'est dur, c'est dur de réaliser ça. Ouais. Tu dis ça, mais d'un autre côté, tu m'as dit aussi que quand même, dans le notariat, tu n'aimes pas tout et que tu as Non, quand même fait le choix conscient d'être sur des choses qui te permettent d'accompagner les gens. exactement, Donc, parce que, intuitivement, il y a bien des choses que tu as essayées sans que ça soit conscient. Enfin, tu vois, tu peux oui, expliquer ce que tu as choisi dans le notariat et pourquoi? ben, le notariat, pour moi, ça venait combler mon besoin d'être à l'écoute des gens. Et pour moi, c'était parce qu'à un moment donné, je réalisais que la relation d'aide, c'est ça que j'aurais dû faire. Bon, Mm. et à un moment donné, bon, je ne referai pas des études, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis dit, bon, OK, je peux satisfaire ce besoin-là à travers le notariat, d'être en relation d'aide. Donc, au début, ma pratique, un peu comme tous les entrepreneurs, quand on démarre notre pratique, on fait un peu n'importe quoi. On essaie plein de choses, on dit oui à tout. Et de fil en aiguille, certaines choses que j'ai arrêté de faire. Donc, par exemple, de l'immobilier. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à y penser et depuis un an, j'ai arrêté. Parce que pour moi, là, j'allais pas chercher ce besoin-là d'être en relation d'aide et d'apporter quelque chose à mes clients. Et là, je vais vraiment plus vers ce qui touche la mort et la maladie, donc dans mon travail, parce que moi, ça, c'est un côté humain qui me fait du bien, qui me fait vibrer aussi. Mais il y a une frustration parce que je peux pas aller très loin là-dedans parce que c'est très transactionnel et quand tu sais, je fais des testaments et quand le testament il est fait, ben les gens ils en font pas toutes les semaines. Donc il y Mais a tu me comme une disais, frustration qui ouais, mais la oui, frustration, elle est des deux. C'est ça que tu m'as dit oui, aussi, c'est que c'est pas rare que tes clients, alors je pense qu'on appelle ça client, te oui, disent, mais on vous reverra plus. exact. Et ça fait quelques années où je ressens ça de la part de mes clients où ils me disent, ben, OK. Donc, parce qu'on développe une relation, même très brève, parce que moi, je suis beaucoup dans l'écoute. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est écouter. Donc, les histoires de mes clients. Donc, on développe une belle relation de confiance. Et là, on va loin dans les confidences. Il y a le secret professionnel. Et là, ben, quand c'est terminé, les gens me disent, ah, ben là, on ne verra plus. Mais non. Et je sens une tristesse et les gens qui voudraient poursuivre ça, et moi aussi, je voudrais, mais je ne peux pas être amie avec mes clients parce qu'à un moment donné, et il y a une espèce de frustration qui est sortie de ça et de me dire, ben, eh, est-ce que je veux encore être notaire? Est-ce que ça me comble encore? Oui, ça me comble, mais je me rends compte que tu sais, au niveau de mon cœur, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Mm. Donc oui, au niveau intellectuel et tout ça, ce besoin d'accomplissement-là est comblé parce que c'est c'est correct à ce niveau-là, mais il y a autre chose qui n'est pas comblé et ça fait comme 2 ans là, que ça mijote dans ma tête et je pense que la formation que je suis en train de suivre depuis un an est arrivée à point dans ma vie. Euh, c'est une formation de psychologie appliquée, mais de coaching aussi. Et je me suis lancée là-dedans en me disant, bon, ah, ben, je vais la suivre pour moi, pour mon besoin personnel. Et de plus en plus, je me dis, ah, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait, en fait, répondre à un autre besoin. Oui. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est quelque chose qui finalement vient répondre à un besoin. Et ce besoin-là d'aller plus loin dans mes relations, je pense que c'est par le coaching
que je vais aller le chercher. Et autant je me disais, ben, est-ce que je suis vraiment prête à laisser le notariat? Et là, ben, là, on dirait que ça s'éclaircit. Et là, je pense que je veux faire les deux de façon parallèle, sans qu'il y ait de lien. Mais, tu sais, le notariat qui va combler mon besoin au niveau intellectuel et tout ça, mais au niveau de mes besoins de cœur, là, je pense que c'est vraiment le coaching. Mm. Et là, c'est vraiment, ça devient très, très fort, là, ce besoin-là. Et C'est vraiment très, très fort. c'est pas forcément sans lien, comme on l'avait évoqué avant l'interview. Les personnes qui te disent, mais il n'y a pas moyen, en gros, enfin, ils le disent pas comme ça, mais on Oui. va plus se voir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on continue à se voir d'une manière ou d'une autre? Peut-être que ton écoute leur a fait déclencher des prises de conscience sur la mort, par exemple, la maladie, etc. Et avec le coaching, tu as déjà, puisque ça fait 2 ans que tu fais cette formation, tu as des outils pour les accompagner, pour mieux les écouter et pour les faire avancer. Donc, il peut y avoir un lien finalement. Et l'entrepreneuriat te le Oui. permet. Ben, effectivement, effectivement. Puis même si c'est pas nécessairement les mêmes clients, moi, il y a je pense que ben, je reviens un petit peu à ce qu'on disait aussi. Je pense que du coaching, j'en ai fait toute ma vie sans m'en rendre compte. Et c'est pas comme quelque chose de nouveau dans ma vie. Moi, toute ma vie, j'aime écouter les gens, j'aime les histoires et les, les gens autour de moi viennent me voir pour des conseils. Un peu comme mon papa. Mon papa aussi, c'est une référence, là. Les gens étaient, mon Dieu, dès que quelqu'un avait besoin d'un conseil, c'était vers lui qu'on se tournait. J'ai toujours vu comme ça. Et je me rends compte que je suis comme ça aussi. Et tu sais, quand tu me disais, ben, fais la liste des gens que tu as coachés dans ta vie, tu vas être surprise. Et j'ai commencé, j'ai fait, oh, wow, OK. Parce que Tu es j'avais pas légitime. nécessairement. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qui. Oui, je pense que c'est une zone de génie. Je pense que j'ai cette écoute-là. Je pense que j'ai du recul assez pour aider les gens. Et, mais il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur qui est là, hein, toujours. Et, Donc, et qui est très, si, très fort chez moi. et si on revient à tes autres activités, tu avais eu ce syndrome de l'imposteur aussi? Oui. Ah oui, oui, toujours, toujours, Ah, et toujours. alors, comment tu as fait pour les dépasser à chaque fois, à chacune de Ça, tes activités? en sortant de ma zone de confort et toute ma vie, j'ai sauté sans réfléchir. Mm. Peut-être pas la meilleure option, mais moi, c'est ma seule façon d'avancer, c'est sans trop regarder ce qui s'en vient, parce que quand j'analyse trop, je fais pas le pas, parce que ça fait peur. Parce que quand je regarde, je regarde ma vie, je l'analyse beaucoup, je suis dans les bilans ces temps-ci, et je regarde, puis des fois, je me dis, ben, voyons donc, t'es cinglé. Avec le recul, je ne referais pas ce que j'ai fait. Mais quand D'accord. oui, mais j'ai toujours sauté sans réfléchir. Mais si tu les Oui, avais pas fait, ces choses, ça, tu serais pas celle que j'ai en face de moi. non, tout à fait, Ok. effectivement, effectivement. Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup peur du changement, mais je le fais pareil. Donc, oui, l'imposture, j'ai l'impression que la première fois, quand ma première entreprise, l'imposture était là. Ensuite, le retour à l'université, ça aussi, ça a été, pour moi, je me disais, ben voyons donc, il y a tellement plus de gens intelligents que moi, qu'est-ce que je fais là? Puis ensuite, quand je suis devenue notaire, c'est, voyons, tout le monde va se rendre compte que je suis pas si bonne que ça et ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps avant de faire ah ouais, bah ok, je suis pas si pire. C'est pas, Mais c'est le temps enfin, c'est pas que le temps qui te permet de passer le syndrome de l'imposteur. C'est quoi? l'expérience. Je pense L'expérience? qu'à partir du moment où là, j'avais un peu d'expérience derrière la cravate, là, tranquillement, je me suis dit, ah, ok. Mais d'emblée, Les mais c'est retours, correct les retours de tes clients aussi? Enfin, ils aussi, verbalisent? ouais, aussi. Ok, Quand les gens me remerciaient et puis ils me disaient, ben, tu m'as aidé, tu as été.
sais, c'est l'accumulation de ça qui fait que tu te sens un peu moins, tu sais, euh, Imposteur. imposteur. Mais Le retour des confrères aussi, ça peut jouer? si, ouais, à un moment donné, à un moment donné, ça se fait pas de façon instantanée, mais tu te retournes, tu regardes avec le recul et tu fais, ah ouais, finalement. Mm. Je, et je, je- et où tu regardes des gens qui ont beaucoup moins d'expérience que toi et qui ont hyper confiance en eux et tu te dis, pourquoi moi j'ai pas ce sentiment-là? Et tu te dis, ouais, finalement, des fois en se comparant, on fait, ah ouais, je pense Mm. que je suis pas si mauvaise. Mais Après, il y en a qui peuvent surjouer le fait d'avoir confiance en eux et c'est pas ouais, bon. Faut se méfier, faut se méfier. effectivement. Mais oui, il y a Ouais. l'âge aussi qui aide à avoir un peu moins de ce sentiment-là, mais je sais, c'est correct, je pense, de l'avoir parce que c'est bien de douter de soi. Mm. Je ne voudrais pas avoir une confiance aveugle et Mm. moi, quand je doute, ça me fait avancer de toute façon, donc c'est bien Ouais. de douter aussi, là. Moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, et je crois que je te l'avais dit, c'est que je les félicite en général quand ils me disent je me sens pas légitime, je me sens nulle. Parce qu'en fait, je leur dis, mais si vous pensez ça, ça veut juste dire que vous faites attention à ne pas faire de mal à l'autre. Alors que quand on est dans sa toute puissance, en fait, c'est le bulldozer et qui Mhm. va, ça passe ou ça casse, quoi. Et en fait, si on a ce syndrome-là, on va toujours faire attention à l'autre. Pas forcément à soi, ça peut être un inconvénient, mais on fait attention à l'autre. Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Maintenant, je suis à plus faire attention à moi euh, parce qu'au final, ça va aider l'autre. C'est étonnamment, c'est la meilleure façon d'aider les autres, c'est de s'aider soi-même. Mm. Mais d'apprendre à dire non, apprendre à se respecter, apprendre à mettre ses limites, ça, c'est vraiment, en fait, c'est hyper important. Et, tu sais, moi, pour avoir fait 2 dépressions, parce qu'à un moment donné, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas son corps. Maintenant, je suis consciente de mes limites. Et maintenant, c'est la peur de quelque chose qui fait que j'ai des limites. La peur de retomber, la peur de ce qui fait que je suis beaucoup plus à l'écoute de moi, ce qui fait que je suis capable de dire non à des projets, que je suis capable de dire non, même si j'ai envie de dire oui. Euh, je suis consciente de ces limites-là, vraiment. Est-ce Et que la peur de perdre Mm. quelque chose, ouais, Est-ce que c'est fort. est-ce que tu aurais aimé faire justement du développement personnel plus tôt pour pouvoir apprendre à dire non, pour pouvoir apprendre à t'écouter toi, etc. Moi, je pense que ça devrait tellement être enseigné. Mm. Peut-être pas très, très jeune, mais oui. Ah, mon Dieu, je pense que ça aurait changé ma vie. La formation que je suis en ce moment aurait changé ma vie, clairement. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais quelqu'un d'autre, mais je serais peut-être plus solide et j'aurais été capable d'aider plus de gens si j'avais, parce que j'aurais eu des assises beaucoup plus fortes. Euh, je regarde ma fille Audrey qui a 19 ans et qui commence à s'intéresser au milieu du développement personnel. Euh, qui s'est acheté un 5-minute journal le matin, qui fait ses gratitudes le soir. Et je me dis, My God, elle a 20 ans d'avance sur moi. Et je me dis, wow, déjà, elle aussi, la relation d'aide l'intéresse. Et je me dis, oh my God, qu'elle va tellement être capable Mm. vraiment d'aider des gens parce qu'elle est déjà en train de savoir ce qu'elle est, ce qu'elle veut, vers où. Mm. Elle va être quelque chose. Parce qu'à quelque part, on se rejoint et on est en train d'évoluer ensemble à peu près en même temps. Et je trouve ça extraordinaire. Et oui, j'aurais aimé ça, mais bon, c'est pas le cas, mais c'est correct. Mais euh, ouais, Mais enfin, rien n'est perdu, c'est-à-dire que tout ce que tu as engrangé, tu pourras aussi mieux comprendre des gens qui viendront vers ouais, toi avec ça. Parce que tu exactement. vas logiquement, enfin,
coaching, on dit souvent qu'on reçoit toujours les bonnes personnes, celles qui vont aussi nous permettre d'évoluer, mais celles aussi qu'on va vraiment pouvoir aider parce on a marché le chemin, comme vous dites chez vous. Oui. J'adore cette expression de marcher le chemin. Et donc, tu n'aurais pas marché ce chemin, tu n'aurais pas ces personnes, tu pourras pas les aider dans les prochains mois et prochaines années. Donc, c'est correct, en fait. Aussi, tout à fait. Et je suis pas dans le regret ou euh, mais c'est seulement des constatations, en fait, Mm, que je fais. mm. Mais, euh, mais oui, je me sens de plus en plus sur mon X. Pas encore, mais je tends vers ça, Tu, tu, doucement. tu aurais pu le découvrir, ton X, avec le salariat, à ton avis? Non, non. Non? Non, moi, le salariat, ça a été une souffrance. D'accord. Euh, ouais, ouais, ouais. Et je Par pense que, rapport à quoi? La liberté, justement, ou ouais, d'autres choses? ouais, oui, parce que j'ai réalisé une de mes valeurs les plus importantes, c'était la liberté. Ok. Euh, et ça, je ne l'ai pas retrouvé dans le salariat. Au contraire, pour moi, c'était une prison. Et je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Parce que j'ai des amis, en fait, qui ont tenté ça et eux, ça les a rendus malheureux. La peur, le stress de pas arriver à la fin du mois, le stress financier, je veux dire, mais plein d'autres choses. Et je pense qu'avant de devenir entrepreneur, il faut se poser la question, en fait, mais c'est quoi nos valeurs? Je pense que c'est beaucoup là-dedans. Euh, Parce que C'est-à-dire, je pense pas que ça, il faut aller vers soit le salariat, l'entrepreneuriat selon nos valeurs, mais euh, faut pas se dénaturer, je pense. ce qui est- si je décrypte ce que tu dis, je dirais, toi, tu avais la valeur liberté, quelqu'un qui aurait la valeur sécurité, il faudrait Mhm. pas qu'il aille dans l'entrepreneuriat? Ben, je pense que ça le rendrait malheureux. Parce que D'accord. j'ai connu Mm. des gens qui sont allés là-dedans et qui sont revenus dans le salariat parce qu'ils étaient profondément malheureux, insécures. Insécure. Et à la minute où ils sont retournés dans le salariat, ils étaient bien. Et ils Et n'avaient genre, pas la valeur liberté. Ils étaient OK avec les contraintes, on va dire, du salariat, les horaires à respecter, ah les congés oui, qu'on pose pas quand on ah veut. Ils oui. étaient OK. Ah oui, je connais, tu sais, de ma cohorte de notaires, j'en connais très peu qui ont fait le saut vers l'entrepreneuriat et qui sont demeurés là-dedans. J'en connais D'accord. beaucoup qui sont retournés parce OK. que ça leur convenait pas et c'était contre leur nature. Et D'accord. ça les rendait pas heureux. Mm. Moi, ce qui me rend pas heureuse, c'est le salariat. Et même si j'étais plus notaire, même peu importe, je dis tout le temps la blague, au pire, je vais m'ouvrir un petit café, puis je- à l'intérieur de moi, c'est ce qui me fait vibrer. Pouvoir décider Mais de tes journées, pouvoir décider des oui, mois, pouvoir faire tes bilans. Là, j'ai vu sur Instagram, tu faisais tes oui, bilans d'année. effectivement, oui. Et c'est pas, des fois, les gens, ils pensent de liberté, oh mon Dieu, parce qu'elle veut pas travailler fort. Non, non. Parce qu'être entrepreneur, c'est de travailler les soirs, les week-ends. Oui. Euh, mais je fais mon horaire. Donc, moi, elle est là, la liberté. C'est pas de travailler moins fort. Non, c'est de travailler différemment. C'est travailler à Mais, ton rythme, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ta oui, découverte il y a 2 ans, elle est ouais, super importante. exact. Ah, c'est un game changer. C'est vraiment, ça a changé ma vie de réaliser ça et de réaliser que toute ma vie, je me disais, ah, ben, je me suis toujours trouvée très paresseuse. J'ai beaucoup procrastiné. Je suis quelqu'un qui procrastine et tout ça. Et je me disais, puis les gens me disaient, mais t'es pas paresseuse, my God, t'es retournée à l'université, tu travaillais, t'élevais tes enfants, mais t'es toute sauf paresseuse. Mais je disais, oui, mais si j'arrête, j'ai plus envie de rien faire, donc faut pas que j'arrête jamais. C'est ça qui te faisait dire que tu étais paresseuse. D'accord, ok. Oui, parce que moi, rien faire, je suis excellente. Moi, quand j'arrête, puis je fais rien, mais je fais rien. Donc, c'est pour ça que j'arrêtais pas. Parce que au lieu de ralentir puis d'y aller à mon rythme puis d'écouter, non, non, c'était dans ma tête, non, je sais que je suis une paresseuse, donc je ne dois jamais arrêter. D'accord. C'est pas de la paresse,
C'est un rythme lent. C'est ça. C'est pas la C'est même vraiment chose. ça. Ouais, ça fait Ouais. ça. Du coup, ça Ouais. adoucit cette prise de conscience. Ah, mon Dieu, oui, oui, oui. Comme de réaliser que la procrastination, en fait, c'est c'est lié à l'anxiété. Quand on fait de l'évitement, c'est qu'on fait énormément d'anxiété. Moi, j'ai découvert il y a quelques mois que j'étais une grande anxieuse parce que je faisais beaucoup d'évitement, puis je procrastinais tout le temps. Je savais même pas que je faisais de l'anxiété. J'ai appris ça dans ma formation sur un week-end sur l'anxiété. OK, ouais, je suis anxieuse. Je savais pas. Mais j'étais une experte procrastination. Experte, vraiment. Et Et depuis, c'était devenu une deuxième nature. Vraiment. Incroyable. et depuis que tu as pris conscience, tu as trouvé moyen d'éviter ça et tu procrastines plus ou tu t'autorises à procrastiner? Ben, je suis dans la conscience. Quand je procrastine, c'est que là, je fais OK, pourquoi? Qu'est-ce Mm, qui me fait peur? Pourquoi je fais. Qu'est-ce qui. Tu sais, l'anxiété, c'est la peur de quelque chose qui peut potentiellement arriver. Tu sais. mm. Donc, et là, c'est d'affronter la peur et de s'asseoir et d'essayer de trouver des solutions. Au lieu de. C'est que quand tu procrastines, à court terme, l'anxiété diminue. À long terme, ça t'amène en dépression. Mm. Tu sais, ça l'explique tellement de choses. Moi, j'en parle, puis je suis tellement, mon Dieu, je suis dans la gratitude de comprendre ces choses-là maintenant. Et j'ai envie d'en parler à tout le monde. C'est ça. Peut-être Et que- et tu pourras l'apporter toi-même avec la casquette de coach que tu es en train d'acquérir. Exactement. Et moi, j'ai envie d'aller vers des sujets qui ne sont pas nécessairement faciles, comme le deuil, parce que je le vis aussi dans mon métier de notaire, parce que je l'ai vécu dans ma vie personnelle aussi. Et pas nécessairement parce que le deuil, c'est pas nécessairement relié à la mort. Le deuil, est là tout le temps. Dans chaque choix qu'on fait, on a à faire un deuil. Parce que quand on choisit d'aller à gauche, ben, on va pas à droite. Mm. Donc, il faut faire le deuil de ça. Comme d'amour, c'est un deuil. Je veux dire, des deuils, on en fait tout le temps, mais on n'apprend pas. On n'apprend pas à faire des deuils. Donc, ça, tu sais, il y a quelque chose Mm, mm. qui une espèce de petite mission vers ça aussi. Pas nécessairement juste par rapport au décès, mais faire des deuils aussi, ça nous permet d'avancer, faire une espèce de bilan de ce qu'on a vécu. Puis, Oui, ça peut être ensuite, une projection positive. ben oui, Ouais. c'est positif un deuil en fait. Mm, mm. Il faut apprendre. Et plus tôt on apprend à faire des deuils, plus quand on a des deuils qui sont immenses, mais mieux on navigue à travers ça. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, effectivement. Ouais. Ouais. Dans ta vie d'entrepreneuse, c'est quoi tes plus grandes joies, Isabelle? Ben, j'en reviens un peu à la liberté, Ouais. d'avoir la latitude de dire non aussi. Mon Dieu, que ça fait du bien. Ce que tu peux pas faire en salariat, tu peux pas Mm. dire non à ton patron. Ah Ouais. non, je veux pas faire ça. Non, non. Ouais. Mais moi, je peux dire non à des clients. Il y a des clients que maintenant, ça m'arrive plus parce que je m'écoute et j'ai que des clients de rêve. Mais au début, parce que je prenais n'importe quoi, parce que j'avais la peur du manque, je prenais n'importe quel client et ça me rendait malheureuse. C'était des clients souvent difficiles et tout ça. Et maintenant, le fait de pouvoir dire non, non à de l'argent, c'est quand même quelque chose. C'est difficile, là. C'est Mm. vraiment difficile. Mais ça, c'est un plaisir dans le fait d'être entrepreneur, de pouvoir choisir, d'assumer aussi. Mais Mm. pour moi, c'est ce que j'aime de l'entrepreneuriat. Mais il y a tout le côté de l'accomplissement aussi. Il y a beaucoup ça aussi que je ne retrouvais pas nécessairement dans le salariat. Ah, Parce que dans le salariat, tu sais, si ton patron n'est pas en train de te dire que tu as fait un bon coup, ben, on dirait que que tu as mal fait, que tu es pas un bon élément, exactement. tu es pas un bon Tu salarié. es toujours en attente de l'approbation de Mm. quelqu'un. Au niveau de l'entrepreneuriat, je suis capable moi-même maintenant de faire Oh, c'est un bon coup, ça. Tu as été capable de le faire dès le départ ou c'est un apprentissage, ça aussi?
Non, c'est un apprentissage. Ouais, OK. ouais. Ouais, ouais, c'est pas nécessairement plus simple. Là, avec le recul, je constate des choses, mais ça OK. reste difficile d'être entrepreneur, c'est C'est sûr. c'est un beau parcours de développement personnel, finalement, l'entrepreneuriat. Ah oui, ah oui, j'aime beaucoup cette analogie-là, tout à fait. Effectivement, parce qu'on apprend énormément sur soi. Et moi, ça fait pas si longtemps que je réalise que je suis une entrepreneur, comme je disais, Oui, parce tu que, me l'as dit, c'est vrai. parce que je suis notaire, mais à la base, on apprend le droit. Mais quand on devient, on décide d'être notre propre patron, ben, moi, j'étais une notaire à mon compte, mais je n'étais pas une entrepreneur. Moi, Mmh. mais à un moment donné, tu réalises que, ben, attends, là, je dois faire de la publicité, je dois m'occuper de mes finances, je dois m'occuper de. Et là, tu fais, OK, mais attends, j'ai pas nécessairement des compétences dans tous ces champs-là, mais je dois le faire. Donc, et c'est là qu'à un moment donné, tu fais, ah ben oui, je suis une entrepreneur. Mais ça a été sur le tard, vraiment. Ça a été long avant que là, je vais vers des groupes d'entrepreneurs et tout ça, mais avant, j'avais le syndrome de l'imposteur, mais j'ai comme, maintenant, je suis une notaire. Mmh. Oui, mais tu es à ton compte. Oui, mais je ne suis pas un entrepreneur. Non? C'est comme, ah, peut-être. C'est c'est- 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 Ouais, c'est ça. Donc là, je crois qu'il y a maintenant, l'image des je crois qu'il y a l'image des magazines aussi qui fait penser que l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut des salariés, il faut une usine, il faut des exact, grands locaux, il faut exact. un budget communication, un superbe site internet, alors que non, une seule personne est entrepreneuse tant qu'elle n'est pas payée par quelqu'un d'autre en salaire en fait. Exactement ça. Et moi, j'ai pas le choix de ne pas aller vers des employés, en tout cas pas pour l'instant, parce que j'ai un niveau d'énergie limité euh, et j'aime bien pour l'instant être une solopreneur, là. C'est vraiment, c'est ce qui me satisfait pour l'instant. On verra plus tard. Et j'ai des adjointes virtuelles un petit peu. Je vais à l'occasion. Ok. Donc, dans leur service, mais sinon, pour l'instant, c'est ça. Mais oui, pour moi, c'est une découverte en soi Mm. de pouvoir dire oui, je suis une entrepreneur. J'aurais pas dit ça il y a quelques temps, je dirais. C'est bien, tu intègres la posture pleinement, alors c'est impeccable. Oui, vraiment. Quelle réussite on peut te souhaiter d'ici 2 ans, Isabelle? Euh, ben, oui, le notariat, il va rester là parce que j'aime ce que je fais aussi, là. Mais oui, le coaching, pour moi, je sais pas vers où je vais aller, mais je sens que c'est vers là qu'il faut que j'aille aussi. Donc, oui, devenir une coach. Encore là, j'ai encore de la misère à le dire. Il y a encore le syndrome de l'imposteur, mais ouais, je veux développer le coaching dans ma vie. Donc, oui, c'est me Super. souhaiter que ça fonctionne Alors, aussi. on te le souhaite, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Ben, Euh, merci. une dernière question. Oui. Quel conseil tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Oh, mon Dieu, il y en aurait tellement. Euh, je dirais de bien s'entourer. Oui. S'entourer de d'autres entrepreneurs, entre autres. Parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé difficile. J'avais autour de moi, il y a pas beaucoup de gens entrepreneurs. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que je me suis souvent sentie toute seule dans ce que je vivais. Et là, maintenant, de plus en plus, j'essaie d'avoir des amis ou d'être dans des groupes d'entrepreneurs qui vivent les mêmes réalités que moi. Et ça, c'est hyper important. J'aurais dû faire ça dès le départ, là. J'ai fait un peu de réseautage aussi, mais encore là, avec le syndrome de l'imposteur, j'avais encore un petit peu de misère à mettre mon chapeau d'entrepreneur, mais j'aurais dû, dès le départ, m'entourer de gens qui ont le même mindset que moi. Euh, donc oui, ça, c'est un conseil que je donnerais, entre autres, ouais, de bien s'entourer de gens qui font la même chose que nous.
Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Isabelle d'avoir pris ce temps de partage avec moi, avec cette question sur la loyauté familiale que tu as très bien expliqué et tout le déroulement que tu as vécu de développement personnel pour enfin t'écouter toi, écouter ton corps, écouter vraiment tes besoins. Donc, merci beaucoup Isabelle. Ben, merci à toi de donner cette tribune-là aux entrepreneurs. Avec plaisir. J'espère que ça pourrait aider quelqu'un. Donc, voilà. C'est certain, c'est certain. Vu les retours, à chaque fois, ça fait tilt pour les bonnes personnes, mais il n'y a pas de hasard et tu le sais aussi, donc c'est chouette. OK. Ben, En merci tout, à toi. merci et à bientôt, j'espère. En tout cas, peut-être en tant que coach que je t'interviewerai d'ici 1 ou 2 ans, ça serait chouette aussi. Ben, ça serait très chouette. Ok. Eh ben, super. Merci. Merci. Et à tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à questionner aussi. Isabelle sera destinataire des questions s'il y en a, ou des prises de contact pour peut-être échanger ou voir d'autres choses. S'il y a des gens qui ont besoin d'un notaire, peut-être pas en France, mais au Canada, ça peut marcher. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, et puis à très bientôt pour une nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. À bientôt. Au revoir, Isabelle. Bye bye.